Aujourd'hui, on reçoit Marina Foïs qui nous raconte sa jeunesse débordante d'idées. C'est que moi, quand j'étais enfant, j'avais déjà inventé Truman Show. Mais aussi pleine de rébellion totale. Sauf qu'il fallait me déscolariser, c'était la solution. Et de dégoût culinaire. Je suis désolée, les Mexicains, j'adore l'Amérique latine, mais franchement, les haricots rouges, c'est pas poste. Marina Foïs nous parle aussi de son kiff pour la sape. Moi, je suis artiste ou porte-manteau. De l'acceptation de soi grâce au Robin des Bois. En fait, on avait une caméra braquée sur nous tout le temps, toute la journée. Et elle nous confirme qu'elle n'a jamais triché au Burger Quiz. Je vous le jure, sur la vie de tout ce que j'ai de plus cher. Bon, ça, on n'est pas vraiment sûr. J'ai triché plein de fois dans Burger Quiz, évidemment. Elle nous parle aussi de son image publique, de son rapport au cinéma, de sa famille décalée, de ses potes et de ses envies. Bref, de sa vie, quoi. C'est un long moment avec Marina Foïs, à la cool. Posez-vous, c'est parti. Alors moi j'aimerais commencer par une idée, des mots que je vous ai entendu dire à propos de vous-même que je trouvais qui me semblaient être très justes. C'est que vous expliquiez, donc plus jeune, que comme beaucoup d'ados, vous aimiez pas forcément physiquement, voilà, mais que paradoxalement donc, vous avez déjà ces envies de cinéma, de théâtre, et aussi que vous adorez la mode, que vous créez vos vêtements, que vous achetiez du tissu, tout ça. Et vous disiez que c'était parce que vous aviez une idée de vous-même. Et j'aimerais bien savoir ce que ça veut dire, et si jeune, qu'est-ce que ça veut dire d'avoir une idée de soi-même comme ça? Ah, c'est une bonne question. Peut-être j'étais plus intelligente le jour où je parlais qu'aujourd'hui. Moi, j'ai grandi très vite avec l'idée de m'échapper de là où j'étais pour devenir actrice. Et donc, je savais à quoi je voulais que ressemble ma vie. Donc, peut-être que c'est ça, avoir une idée de soi-même. Je savais que je m'ennuyais à l'école. Je savais que j'avais un mini problème avec l'autorité. Je savais que j'aimais bien dire des conneries. Et très tôt, j'ai su que je préférais le bleu au vert anis et que je préférais cette forme-là à celle-ci. Souvent, quand on interroge les artistes, ils parlent souvent d'un déclic, soit par un film, soit par un acteur, un réalisateur. Et vous, je vous ai pas entendu parler d'un déclic. Et je me demande comment, quand on vient d'une famille alors de physiciens, psychanalystes, un peu scientifiques comme ça, si jeune, on a des envies de théâtre ou de cinéma. Ça, je sais pas. Et je ne me l'explique toujours pas. Alors, ce que je sais, c'est que mes parents ont toujours été très cinéphiles, ils ont toujours été beaucoup au théâtre. Et comme ils ne prenaient pas de babysitter, ils nous ont beaucoup traînés partout. Donc de fait, j'ai vu des films, puis plein de films qui n'étaient pas de mon âge, parce que j'ai vu les films de Satyajit Ray à 7 ans. J'ai eu du cinéma dans ma vie très tôt. Mais je n'arrive toujours pas à comprendre ce que ça veut dire pour une enfant de 5 ans, qui en plus n'a pas la télé, à une époque où de toute façon il n'y a pas la télé-réalité, il n'y a pas The Voice, donc il n'y a pas cette idée d'être un personnage public ou de réussir ou de tout ça. Je ne sais pas ce que ça veut dire pour une enfant de 5 ans de dire « je serai actrice ». En revanche, ce que je sais, c'est que moi quand j'étais enfant, j'avais déjà inventé Truman Show. Je pensais que j'étais filmée tout le temps. Donc sur le chemin de l'école, parce que j'habitais en banlieue, donc il fallait que je marche 15 minutes, donc je me faisais chier. Donc je pensais que j'étais filmée. Et donc je faisais des interviews, je racontais des choses. Donc je pense que la solution, c'est très tôt, j'ai dû comprendre que la réalité était moins intéressante que la fiction, et que ce qui pouvait nous sauver, c'était l'imagination ou inventer quelque chose, quoi. Donc c'est assez logique après de dire je vais être actrice. Non, le miracle, c'est que cette idée que j'ai eue très jeune me corresponde. Parce que j'aurais pu être hyper déçue. Parce que votre filmographie, elle est super éclectique, et même votre personne, je la trouve éclectique. Est-ce que vos parents avaient des goûts très éclectiques et du coup, ils vous ont transmis cet éclectisme? En tout cas, mes parents, ils avaient des goûts qui n'étaient pas rapport avec l'époque et qui n'étaient pas raccord avec le milieu. Parce que nous, on habitait à Orsay, qui est une banlieue de profs, petite bourgeoisie française assez classique. Et moi, je me sentais très décalée. Et d'ailleurs, j'en avais honte. Parce que mes parents, donc nous, on n'avait pas la télé. On vivait dans une maison qui aujourd'hui paraît super chic parce que mon père faisait tout en bois parce qu'il savait tout faire. Mais à l'époque, c'était très décalé. Moi, je rêvais qu'on ait du papier peint comme chez mes copines. Et chez nous, il y avait du crépi ou du bois brut. Mon père, il s'habillait avec des pantalons larges. Alors qu'à l'époque, les gens ne s'habillaient pas comme ça. Mon père, il avait un accent italien assez fort, c'était quand même la honte, quoi. On mangeait les repas. Moi, j'étais fascinée parce que chez nous, ma mère, elle faisait beaucoup de haricots rouges, parce que c'est des gens qui avaient fait 1m68. Donc, que mangent les gens qui font 1m68? Des haricots rouges, ce qui en soi est pas bon. Je suis désolée, les Mexicains, j'adore l'Amérique latine, mais franchement, les haricots rouges, c'est pas pause. On en mangeait tout le temps, mais c'était un plat de haricots rouges qu'elle posait sur la table. Moi, quand j'allais déjeuner chez Hélène Bourdessol, ma copine, on avait
d'abord des assiettes avec des serviettes et des rondes serviettes, comme à la cantoche. Chez moi, ça n'existait pas. On avait un pamplemousse en entrée, comme à la cantine. Mais déjà, on avait une entrée. Puis après, il y avait un plat. Après, on nous proposait du fromage ou des yaourts. Mais je ne sais pas comment vous dire. Pour moi, c'était la vie rangée. C'était la vie propre. Et chez moi, j'avais l'impression qu'on était dans un bordel. En fait, en tout cas, je vivais dans un milieu décalé. Et moi, je suis éclectique dans mes goûts, mais en même temps, si on est complètement honnête, je suis comme mes parents 68 arts, avaient des vrais goûts de 68 arts. Moi, je suis quand même le pur produit de mon milieu. C'est-à-dire que je suis très très parisienne dans ma manière de bouffer, de me fringuer, dans les films que j'aime. C'est pas grave, hein, mais je suis quand même le résultat de là où je viens. Oui, et en même temps, donc vous dites que vous n'avez pas la télévision, donc forcément il y a un peu des défaillances en culture populaire, tout ça. Et ouais. Quelque part, vous êtes devenu quand même une icône un peu de pop culture avec les Robins des Bois, la Tour Montparnasse infernale, tout ça. Donc c'est... Ouais, c'est vrai. Mais d'ailleurs, les Robins des Bois, moi je me suis beaucoup greffée sur eux, même si les références principales étaient des références de Cinoche, puisque c'était les Marx Brothers et les Monty Python. Et que moi, je les avais tous vus au Cinoche parce que mon père, il était fan de Katharine Hepburn, les Marx et les Monty Python. Et j'ai pas loupé ça. Donc mais c'est vrai que eux, ils étaient fans de Louis de Funès et moi, je n'ai toujours pas vu les films de Louis de Funès ou vite fait. Je crois que j'ai vu Rabbi Jacob et c'est tout. Qu'est-ce qu'on fait? Jouer le jeu, c'est notre seule chance. Git, ya. Ce qui est con, hein, parce que je pense que oui, j'ai des trous culturels. On ne peut pas tout faire non plus. Hein. Mes parents n'écoutaient pas du tout de musique. La musique avait été proscrite dans la famille de ma mère. C'est une histoire dingue. Parce qu'elle avait un frère qu'elle adorait, qui l'avait invité à un concert salle Pleyel. Donc elle va salle Pleyel et elle l'attend. Et il n'arrive pas. Et il n'arrive pas parce qu'il est mort. Et un accident banal de l'époque, monoxyde de carbone, intoxication au monoxyde de carbone. C'est le drame de sa vie, ce qu'on peut comprendre, sauf que ce qui est quand même fou comme réponse à ça, c'est de bannir la musique de sa vie. Ouais. Et que ça se transmet génération après génération, c'est quand même très étrange. Vous n'écoutez pas de musique non plus? Maintenant, oui. Maintenant, oui. J'ai fait une thérapie de reconversion. Non, mais d'abord, j'ai vécu avec quelqu'un qui en écoutait beaucoup pendant 20 ans. Donc... il a essayé de me mettre au vin rouge, ça n'a pas marché, mais à la musique quand même plus. Mes enfants, ils en écoutent beaucoup. Et puis j'ai eu des amitiés musicales. Je vous rappelle que Louane est quasi ma fille. Donc oui, maintenant j'en écoute. D'accord. Et du coup, cette émancipation de votre famille, quand vous êtes partis vivre dans cette maison communautaire, c'était une rébellion de leur part, ou c'est de votre part, ou c'est vos parents qui vous ont demandé un peu de vous émanciper si vous avez envie de vivre? Non, mes parents ne voulaient pas que je parte, j'ai fait la guerre. Ah. Je me suis vraiment battue pour obtenir l'autorisation. Donc moi, je disais depuis 5 ans que je voulais être actrice et tout le monde trouvait ça génial. Jusqu'au jour où on m'a proposé donc, de jouer Agnès dans l'école des femmes. Sauf que ça sous-entendait que je quitte ma banlieue parisienne natale pour aller vivre à Toulouse avec les gens qui avaient cette compagnie de théâtre et tout ça. Donc ça voulait dire quitter l'école. J'étais en seconde, j'avais à peine 16 ans, donc évidemment pour des parents c'est hyper flippant, c'est une chose que je comprends que maintenant. Mais moi à l'époque à 16 ans je me sentais hyper capable de vivre toute seule. Et finalement j'ai obtenu le droit de partir, mais c'était vraiment pas contre eux, c'était juste parce qu'il était l'heure que ma vie commence, quoi. J'avais déjà été à l'école depuis la maternelle jusqu'à mes 16 ans, moi j'étais en tôle. Ça faisait depuis la 6e, je leur disais je veux faire... Je savais qu'il fallait que je passe mon bac et j'aurais jamais négocié avec ça. Mais je voulais prendre les cours par correspondance. Je voyais pas la nécessité de m'infliger d'être assise 6 heures par jour et de côtoyer les profs qui me cassaient la tête et avec qui j'avais des vrais problèmes parce que je m'ennuyais, que je ne le supportais pas, que j'arrivais pas à fermer ma gueule. Je pense que j'étais une élève insupportable, mais vraiment. Sauf qu'il fallait me déscolariser, c'était la solution. Et d'ailleurs, j'ai eu mon bac par correspondance avec mention bien.
Et à l'époque, c'était pas comme maintenant les jeunes. Les jeunes, on savait que vous avez tous des mentions, elles valent que dalle, parce que franchement, on vous le donne et tout. À mon époque, c'était dur. Non, c'était pas dur, mais et c'était pas fait pour moi l'école. Mais ils ont eu, attendez, hein. Mon frère, il a fait Polytechnique, donc ça va, ils avaient, oui. Les autres ont compensé. Oui. France Inter, tout ça. France Inter, une autre sœur qui est médecin. Oui, oui, il y a des diplômes dans la famille. Ouais, ouais. Et maintenant, Enzo, c'est à toi pour le premier jeu de l'interview. Non, tu peux continuer. Ah bah super, agréable, merci. Je vais demander sur Instagram à notre audience de nous dire c'est qui pour vous Marina Foïs. Donc je vais vous lire des réponses. Ouais. Et, oh merde, j'ai peur. Et vous y réagissez si vous voulez, tout ouais, simplement. Ok, let's go. C'est sûr que c'est pas vous qui les avez écrites, Enzo. Non. Vous dites la vérité. Non. Entre promis. Rital. Promis. On se ment pas. Hein. Promis. Une meuf badass parce que exigeante en termes de choix de carrière et une esthète mode. Sympa. Sympa, ouais. Est-ce qu'il y a des films que vous regrettez? Oui, non. J'ai eu quelques très mauvais films, ou pire que ça, des films sans intérêt. C'est peut-être pire un film sans intérêt qu'un film très mauvais, parce qu'un film très mauvais, c'est un accident. Un film sans intérêt, a priori, il n'a pas grand intérêt au scénario non plus. Ouais, j'en ai quelques-uns. Une minorité. J'espère. La référence, je veux être Marina Foïs quand je serai grande. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui a dit ça? Quelqu'un a mis ça. Alors, méfie-toi, ma petite, ou mon petit, méfie-toi. Sois Marina Foïs, mais en mieux. Et je te dirai là où tu peux progresser. Vous vouliez être Marina Foïs quand vous étiez petite? D'aujourd'hui? Non, moi j'ai voulu, pendant longtemps, j'ai voulu être Simone Signoret. C'était mon idole. Quand j'avais 16 ans, j'avais été virée du cours de physique, parce que le jour où elle est morte, j'ai été acheter l'IB. Enfin, pour moi, c'était un événement, quoi. Et donc, j'ai mis l'IB et on avait une interro de physique. Et le prof me dit Mademoiselle, on ne lit pas le journal en classe. Je lui dis mais enfin, monsieur, Simone Signoret est morte. Il m'a dit ok, dehors. Donc, je suis sortie pour lire mon l'IB. Une bobo. Ah, bah oui. Mais je suis née bobo, je mourrais bobo. Mais c'est pas si grave. Vaudrait mieux que je sois quoi? Fasciste. La mauvaise foi au Burger Quiz. Oui. Mais d'abord, c'est beau d'avoir joué aussi souvent rien que pour perdre. J'aurais pu avoir un peu de dignité et arrêter d'aller dans ce jeu où je faisais que perdre. Mais par contre, non, puisque j'aurais quand même en profiter d'avoir cette tribune que vous m'offrez, il y a quelque chose qui me touche beaucoup. C'est que parfois, je croise des gens dans la rue et ils me disent que j'ai triché au Burger de la mort. Alors, j'ai triché plein de fois dans Burger Quiz, évidemment, dès que j'ai pu, puisque je ne savais jamais répondre. Mais le burger de la mort, j'ai gagné en vrai, je vous le jure, sur la vie de tout ce que j'ai de plus cher. Voilà. Marie-Joëlle. Ah bah Marie-Joëlle. Et c'était super, Eric Ramsey. Moi, en fait, nous, Eric Ramsey, nous les Robin des Bois, je crois que c'était avant qu'on commence la télé et tout ça, il y avait une partie des Robin des Bois, donc les garçons, qui jouaient dans un café-théâtre tout pourri, rue Thérèse. Je dis tout pourri, je crois que Pef, il touchait le plafond tellement c'était bas le plafond. Et un jour, il y a eu une scène ouverte et il y a deux mecs qui sont arrivés, qui ont fait un sketch qui nous a mis mais par terre de rire. Donc on a été les voir après, et c'était Eric Ramsey et c'était la première fois qu'ils montaient sur scène. Et c'est comme ça qu'on s'est connus, c'est comme ça que Pef est devenu leur metteur en scène et qu'après moi j'ai joué avec eux et tout. Mais la vérité, c'est que c'est une rencontre extraordinaire, quoi. On a rencontré des gens, ils étaient hilarants. Moi, je suis grande fan d'eux et j'adore leurs films, je les adore. Là, je vais croiser Eric sur la série de Jean-Pascal Zadi. Je suis hyper contente. Eux, ils ont un humour qui est très, franchement, avec un sens de l'absurde qui est hyper à eux. Il y a une vraie, si on était dans un journal intello, on dirait il y a une écriture et tout, il y a un truc très singulier. Ils sont hyper forts, je les adore. Ça tombe bien que vous parliez d'eux parce qu'ils sont là. Ah La reine de la cape et l'épée. Ah bah oui aussi, oui. Ça c'est les Robin des Bois, bien sûr. C'était génial, la cape et l'épée. Vous trouvez ça encore drôle ou pas? Eh ben alors je vais vous dire la vérité, ouais, quand je revois les Robin des Bois, je ris beaucoup. Mais aussi, pour une raison très simple, c'est qu'on a fait énormément de sketchs en 4 ans. Je sais pas, on en a fait des milliards, donc j'en ai oublié la plupart. Donc quand je les vois, je les découvre en fait. Et ça se fait pas de rire de soi, mais oui, je ris de nous. La mère dans Boule et Bill. Absolument. Je suis la mère de Boule et Bill. Bon, ça c'est... Il y a beaucoup de gens qui se moquent de moi. Mes amis se moquent de moi beaucoup avec Boule et Bill. Avec tendresse, bien sûr. Croisé une fois avec ses enfants chez Five Guys, star discrète.
Alors Five Guys, je pourrais y aller tous les jours avec mes fils si je les écoutais. Mais il paraît qu'il faut manger des légumes. Si je peux me permettre, les légumes sont illimités à Five Guys dans le burger. Ah ouais. Je parlais de... Vous avez compris ce que je voulais dire. On peut pas manger des burgers tous les jours. Pourquoi pas? Moi, ça me dérange pas. D'accord. Vous vivez comment la célébrité? Ça a plein d'avantages pour des trucs très cons, mais que vous diront tous les gens un peu connus. Trouver une table au resto, avoir moins de 10% sur un t-shirt alors qu'on gagne très bien notre vie, ça ne nous empêche pas d'être radin. Plein de trucs comme ça. Après, j'ai pas une notoriété trop invasive. Je suis pas Kylian Mbappé. Je peux vivre à peu près normalement. Mais là où je vais en vacances, par exemple, là où on a notre maison en Italie du Sud, vraiment personne, jusqu'à il y a quelques années, ne savait qui j'étais, c'est pratique aussi. Parce que je peux vraiment sortir comme une poubelle. Peut-être qu'à Paris, je suis un peu moins poubelle. C'est bon pour moi et ce premier jeu. Je retourne dans ma tanière. Il y a Antoine Rimbaud qui vous a choisi pour son premier film Une intime conviction. Je viens vous proposer de reprendre l'affaire. Si je prends une affaire, je commence par lire le dossier. Je vous parle d'une erreur judiciaire, là. Qui dit que vous vous foutez d'apparaître belle ou sympathique, ce qui est rare chez les actrices. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous partagez Alors, cette affirmation? sympathique, c'est absolument vrai. Belle, c'est pas si sûr. C'est-à-dire que en fait, j'ai décidé que sur les tournages, par exemple, je ne choisis pas le coiffeur et le maquilleur. J'estime que ça fait partie de la direction artistique, que c'est quelque chose qui se discute avec le metteur en scène et le chef-op. Donc, par exemple, c'est peut-être une liberté que je m'accorde ou que j'accorde au film, avec lesquels d'autres sont un peu plus dirigistes. Je fais des choses comme ça. En fait, disons que je fais prévaloir l'histoire, le personnage, le film, à ma volonté à moi. Si je me dirigeais moi, je m'abandonnerais pas autant. Je maîtrise plus au moment de la promo ou au moment des photos, je suis plus contrôle fric. Ça me paraît moins con de faire comme ça. C'est pas toujours facile, mais ça me paraît plus cinéphile, ouais. C'est ce que j'essaye de faire en tout cas. C'est comme si vous aviez un corps de tournage et un corps à vous, ouais, un peu, quoi. Ouais. Mais moi, par exemple, sur un tournage, je vais jamais... Je me fais maquiller, comme ça, de toute façon, c'est le matin. Je suis moyen de bonne humeur, je suis moyen à réveiller. Je laisse faire, je vérifie pas le résultat dans le miroir. J'arrive sur le plateau, je demande pas un miroir avant la prise. Je ne vais pas au combo vérifier ce qu'on a tourné, jamais. J'essaye de pas voir de photos du film pendant le tournage, ce qui raconte quand même que c'est pas si confortable pour moi, voyez. Mais j'essaye de ne pas me polluer avec ça pour faire mon travail au mieux. D'ailleurs, je trouve que quand on est filmé de manière vraie, quand l'image, elle ressemble à quelque chose de vrai, quand le jeu, il ressemble à quelque chose de vrai, on est rarement moche. On est moche quand on est un peu plus éteint, un peu plus fermé, un peu plus machin. Donc en fait, l'idée, c'est pas de contrôler, l'idée, c'est de s'abandonner bien, et s'abandonner bien en des belles mains, en général, ça donne quelque chose de potable. Oui, quand on lâche prise physiquement, peut-être qu'on arrive à lâcher prise dans le jeu et sur... Je pense que ça va ensemble, ouais. En tout cas, moi, il y a des actrices qui savent très bien contrôler et ça ne les empêche pas d'avoir la liberté de jeu qu'elles ont. Moi, j'ai pas trop le choix, en fait. Ouais. Et je pense qu'il y a quand même du chemin qui a été parcouru parce que dans le bal des actrices, votre séquence, elle est sur le Botox. Alors, c'est une fiction et j'imagine que voilà, vous vous en amusez, mais c'est aussi, j'imagine, une problématique qui vous interrogeait. C'est terminé, Marina. Oh là, c'est quoi les marques, là? Non, mais peut-être qu'on devrait passer au sein au lieu de s'occuper toujours du visage. Versus dans Énorme, il n'y avait pas de maquillage, pas de coiffure et tout. Et après, pour faire passer le goût du camembert, j'ai pris du vin. Tu es folle? Maman, je veux du fromage, je prends du fromage. Y a pas de fromage, c'est du poison, ça! Quel a été votre cheminement pour arriver à un tel lâcher-prise nécessaire pour C'est la cinéphilie, en fait. C'est la nécessité du cinéma. C'est ce qu'implique, ce que demande un sujet ou ce que demande un metteur en scène. C'est des choix, c'est pour la qualité du film, mais aussi pour démultiplier les chances d'être différentes d'un film à l'autre. C'est intéressé, tout ça, c'est un calcul. Je pense que dans l'univers de Le Tourneur, qui nous immerge dans un vrai hôpital et qui ne tourne pas en studio, qui nous fait tourner avec des vraies infirmières et pas avec des acteurs qui font des faux gestes médicaux, dans ce dispositif-là, ce serait absurde, ça n'aurait aucun sens de passer 1h30 à la coiffure et au maquillage. Les hommes allaitent maintenant. On va prendre une prothèse, d'accord, qui est reliée au mamelon. Vous avez vu une psychologue? Non, on n'a pas besoin. Ça mettrait une distance parfois. Il faut enlever toutes les distances et toutes les petites béquilles.
C'est libérateur ou c'est plus stressant de... Non, ça peut être libérateur. Jusqu'au jour où je vois le film où je peux faire waouh. Mais pas forcément d'ailleurs. En fait, dans Énorme, je trouve ça juste. Et il y a Christine Carrière qui vous a fait tourner dans Darling, qui est plus ou moins votre premier rôle dramatique, il me semble. Oui. La merde des inconnus. Tout le monde s'en fout. Et qui dit que les comiques n'ont pas peur de s'abandonner à des endroits où ils ne sont pas forcément mis en valeur. Et je me demandais si c'est votre passé peut-être de comique vous a aidé avec ce lâcher-prise. Je sais pas, ce que je sais, c'est que les Robins des Bois, ça m'a beaucoup aidé, puisque pendant 4 ans, on a fait donc, comme je disais, des milliards de sketchs. Mais arrêtez de regarder mes fesses. Pardon ? Non, mais c'est vrai, c'est chiant. Moi, si je viens dans un bureau de vote, c'est pour élire un député de la République. En fait, on avait une caméra braquée sur nous tout le temps, toute la journée, ça tournait tout le temps. Donc en fait, ça décomplexe. Moi, j'arrive sur un plateau, ça tourne pas. En fait, je m'en fous, et même j'ai pu passer l'étape d'après qui est d'assumer que je préfère dans ma vie quand ça tourne que quand ça tourne pas. Donc il y a un plaisir narcissique à ça. Quand il est assumé, ça devient pas un truc narcissique. C'est quand ça n'est plus une lutte et que tu dis ouais, vas-y, filme-moi, ok, c'est bien, c'est ma place. À ce moment-là, c'est très confortable pour tout le monde. Donc oui, l'expérience des Robins des Bois m'a certainement aidée pour le cinéma. Ouais, c'est sûr. Nous, je pense que notre métier peut complètement nous fucked up, nous les femmes, mais peut aussi solutionner plein de trucs parce qu'on est entre de bonnes mains. On est quand même entouré de gens qui, soit les metteurs en scène par le regard qu'ils posent sur nous, qui n'est pas qu'un regard esthétique, mais ce qu'ils ont envie de nous voir faire, soit ceux qui nous entourent, c'est une manière de se multi-transformer ou de multi-exister qui, en fait, ça nous aide à résoudre plein de questions. Comment vous arrivez à vous créer une image, une patte, un style qui est identifiable, tout en ne vous laissant pas enfermer dans cette même image? Déjà, ne pas se poser la question de se créer une image, partir de ce qu'on est et de ce qu'on aime, je crois que c'est ça. Après, moi, j'ai eu de la chance par mes rencontres, mais mes rencontres, elles correspondent à mes goûts. Il se trouve que moi, j'ai rencontré Nicolas Gesguer, qui est donc aujourd'hui designer de Vuitton, qui à l'époque était chez Balenciaga. Puis, grâce à lui, j'ai rencontré Julien de Sena, qui est aujourd'hui le DA de Paco Rabanne, et qui sont devenus des amis très proches, avec qui je partage beaucoup la mode, mais pas que la mode. Et donc, leur passion, leur goût de ça, machin, moi, j'ai profité de ça comme je profiterais d'un ami qui serait cuisinier pour bien bouffer. Hein. Mais j'ai jamais pensé à moi en termes d'image. D'abord parce que ça ne m'intéresse pas. Et je crois que ça n'intéresse personne en soi. Je pense qu'une image en soi, ça n'existe pas. Et je pense que quelqu'un qui se fabriquerait une image avec des professionnels de l'image, il fabriquerait quelque chose de faux qui tiendrait 6 mois. Parce que Nicolas Gesguer, il dit justement de vous que vous arrivez à être toujours vous-même sans jamais être la même. D'abord, ça, ce serait un peu le métier d'actrice. Mais je suis jamais la même quand je suis dans le regard de quelqu'un d'autre. C'est le regard que les autres posent sur moi, et avec la mode, c'est pareil. Moi, ce qui me plaît avec Nicolas, c'est qu'il m'habille depuis maintenant, je sais pas si c'est 10 ou 15 ans. Ce qui me plaît, c'est qu'il soit mon directeur artistique. C'est qu'il ait envie de ça sur moi. C'est ce désir-là qui m'intéresse. Moi, si tu me dis, tu vas à Cannes après-demain, qu'est-ce que tu as envie de porter? Je sais pas. Mais si tu me dis qu'est-ce que tu as envie de jouer comme rôle, je te dis je sais pas. En revanche, je te dis j'ai envie d'être habillée par Nicolas Gesguer et j'ai envie d'être dirigée potentiellement par Jacques Audiard ou Thierry de Peretti ou Corsini. C'est pas pareil. J'ai des envies de metteur en scène, j'ai des envies artistiques, j'ai pas des envies de résultat parce que c'est pas mon endroit. Moi je suis artiste ou porte-manteau. Et alors, artiste non, actrice. Artiste c'est un peu prétentieux. Non, c'est un peu prétentieux, artiste. Artiste, c'est quelqu'un qui crée un univers. Ce que je ne fais pas, j'interprète un univers, c'est pas pareil. J'avais relevé un chiffre qui, je trouve, illustre bien un peu ces deux Marina. Mon nombre de followers sur Instagram? Non. C'est que le 16 janvier 2019, il y avait Irréprochable qui était diffusé sur Arte, qui a fait 1,5 million de spectateurs. Et à la même heure en face exactement, il y avait le Burger Quiz qui était présenté par vous, qui a, pareil, quasiment le même nombre de téléspectateurs. Donc en fait, avec les deux audiences, ça faisait près de 3 millions de personnes qui regardaient Marina Foïs dans deux univers différents. J'aimerais bien que ça coexiste tout le temps chez moi. C'est-à-dire... le goût, le goût du drame, ce qui est horrible, mais non, le noir et le rose.
La vie, elle est contrastée, elle est paradoxale, et mes choix le sont, et j'aime les deux, et je ne peux pas choisir entre mon père et ma mère, ni entre la comédie et le drame. J'aime vraiment les deux, et je crois que... On a revu avec mon fils sur les conseils de Tahar Rahim, pour le pire et pour le meilleur, avec Nicholson. A short stack, coffee with cream and sweetener. You're gonna die soon with that diet, you know that. Well, we're all gonna die soon. I will, you will, and it sure sounds like your son will. Et Nicholson, qui est un des plus grands acteurs du monde, alors lui, il fait coexister à l'intérieur dans ce personnage-là, il y a un gouffre d'angoisse, de névrose, de psychose, tout ça, avec des choses hilarantes, et je vois pas qui a décidé qu'on devrait séparer l'un et l'autre. D'ailleurs, c'est ce qui est beau dans l'être humain, hein, c'est le flamboyant, le pathétique, qui sont toujours... la frontière, elle est poreuse. Et moi, ouais, j'aime tout, ouais. Et j'ai l'impression que même que là, depuis quelques années, vous êtes passé presque au degré... Enfin, vous avez toujours un peu alterné entre les deux, mais là, vous êtes passé au degré supérieur où les comédies, enfin même les drames d'ailleurs que vous choisissez, c'est vrai, ils sont vraiment plus radicaux, quoi. Il y a vraiment un truc où ils créent le débat, où ils donnent pas de réponse aux spectateurs. Je pense à Énorme, même à Barbac. Et je me demandais si pour vous l'humour c'était aussi une forme d'engagement. Un engagement, peut-être que le mot est fort parce qu'il me coûte pas. L'engagement, ça me fait penser à des gens qui militent, ça leur coûte plus en temps, en courage et en tout ça, mais oui, mes choix, ils racontent quelque chose de ce que je suis, ou alors de ce que je suis à ce moment-là. Ça peut... moi, j'aime la radicalité, mais c'est pas une valeur ultime. Je peux aimer des choses beaucoup plus mainstream ou beaucoup plus tranquilles. Il n'y a pas de règle, en fait. Pour être complètement honnête, moi, je suis passée du plateau de Nulle part ailleurs à la MC93 à Bobigny. Je suis passée des Robins des Bois à Copie avec Martial Di Fonzobo. C'est vraiment du théâtre subventionné. Et puis j'ai enchaîné avec l'Odéon et Luc Bondy et Boto Strauss, qui est un des acteurs les plus abstraits du XXe siècle. Donc, en fait, ça s'est percuté très vite, en fait. Après, j'ai eu la chance qu'on me les propose, ces choses si différentes, et qu'on me les propose quasiment en simultané. Je n'ai pas eu d'effort à faire. Ce qui est beau, la chance ultime de ma vie, c'est que ce à quoi je crois le plus, on me l'offre sans que je le réclame. C'est ça. Donc, il y a certainement une part de ce que j'en vois, mais pas que. On peut dire que j'ai eu beaucoup de chance, et ça me retire pas beaucoup de mérite, hein, mais après j'ai l'impression qu'il y a un truc qui est très injuste dans ce métier, c'est que le métier il avance quand on sait quand même de quoi on a envie. C'est ça qui est bizarre, alors que les demandes viennent toujours de l'extérieur, mais si on est un peu flou sur nos désirs et sur nos engagements, ou sur quoi ou jusqu'où on est capable de s'engager, alors on reçoit moins. C'est ça qui est bizarre. Il faudrait presque anticiper les désirs des autres. C'est très étrange. Mais les périodes où on ne sait pas bien, et ça arrive, elles sont cycliques. Moi, par moments, je viens de faire beaucoup de choses, alors je suis remplie de tout ce que j'ai fait, mais je me dis, mais qu'est-ce qui serait... De quoi j'ai très, très, très envie, je ne sais pas répondre. Et bien souvent, c'est des moments où il ne se passe pas grand-chose. Donc, sûrement, des pauses un peu nécessaires avant qu'arrive, hop, un truc, une surprise, quoi. Et en fait, je pense que ça veut dire qu'il faut que je regarde, que je vois des films, que je parle avec des gens, que je rencontre des gens. Faut que l'extérieur vienne me nourrir, plutôt que moi produire des trucs. Donc le deuxième jeu, on a regardé toutes les critiques de tous vos films. Ah non, vous êtes un bâtard, je ne les lis jamais. Bah, c'est pour ça que je suis là. Ok. C'est les critiques spectateurs. Le jeu, c'est de deviner de quel film il s'agit. Ah d'accord, ok, marrant. Film devenu culte, tellement les critiques s'acharnent à le démolir. Il faut avouer que cet humour archi-décalé n'est pas à la portée de tout le monde. Ouais. Les acteurs sont mauvais et ne semblent pas dirigés. Exception notable pour Marina Foïs qui joue très bien. Il faut quelqu'un qui écrive « Les acteurs sont tous très très mauvais ». C'est vraiment un... Ça, c'est vous qui l'avez écrit. Non, je ne me serais pas permis. Bah, je sais pas. La Tour Montparnasse infernale. Ah ouais. Mais qui est-ce qui a écrit ça? Je vous donnerai le pseudo après si vous voulez. C'est nul. Non, je suis pas du tout d'accord. Moi non plus. Ce film permettra peut-être à certaines personnes d'être un peu plus indulgentes avec les gens et leurs casseroles. Je sais pas. Le Grand Bain. Ah oui. Je pensais que c'était moi la casserole.
Je pensais qu'on dirait, oh, mais c'est pas grave, regardez, même elle a fait cette bombe. Affligeant, à aucun moment ce n'est crédible, et ce dès le début. A-t-on déjà vu un couple normal s'aimer à la folie alors qu'elle, en majuscule, ne trouve rien de mieux que de lui péter son ordinateur? On est en 2000, souvenez-vous du prix d'un portable à cette époque. C'est drôle, elle est hyper drôle. Ça, c'est papa ou maman. Très bonne critique. Ouais. Et ben il a raison. Le point de départ de ce film est pas du tout crédible. Ok. La salle était comble en début de séance et s'est vidée de son quart en cours de projection. Ce film est trop juste, trop fin, trop subtil et trop puissant à la fois pour être supporté par n'importe qui. Une salle qui se vide parce que c'est trop juste. Happy Few. Ah. Bravo. Ah ouais? Ouais, non. Viscéral, intense et réaliste, une révélation. J'ai rarement vu un jeu d'acteur aussi impressionnant. Police. Ouais, ouais. C'est ça. On ne va pas y aller par 4 chemins. On sait dès qu'on regarde l'affiche que ce film est mauvais. J'adore. Ah bah ça peut être plein de films. Je sais pas. Boulet Bill. Elle met bien l'affiche. J'ai une coupe de cheveux incroyable et tout. Par contre, Happy Few, c'est pas vrai. Les gens rentraient dans la salle tellement les scènes de cul étaient réussies. Ok, donc sans transition. Il faut prendre un transitionneur, non? Dans le Combini. Comment vous vivez le fait d'être définie beaucoup par votre métier, en fait? Votre métier d'actrice? Mon métier me définit beaucoup. Hein. Il me définit concrètement. C'est lui qui décide de mes plannings, donc de mon emploi du temps, en gros de quand je vois mes enfants. Il définit aussi mon pouvoir d'achat, comment je suis intégrée dans la société, tous les privilèges que j'ai. Donc en fait, mais ça, c'est l'extérieur. En vrai, ce qui définit bien plus profondément, c'est que moi, le cinéma, je vis de celui que je fais et de celui que je vois, les deux. Donc en fait, le cinéma tient une place énorme dans ma vie par choix, par goût, par nécessité peut-être aussi. Donc c'est pas complètement faux. Ce qui est plus faux, c'est ce que les gens croient que je suis. En fait, évidemment, je donne, pas que parce qu'il y a Photoshop, mais je donne une idée idéale de moi-même, tant que je peux. Parce qu'en vrai, la réalité, elle est moins intéressante que le roman, quoi. Je vais repartir d'une citation, mais pareil, je la trouve assez bien, d'Alice Coffin, dans Le génie lesbien, qui dit que vous vous êtes laissé réapproprier dans un monde où il y a trop peu de représentation lesbienne grand public. À partir du moment où on a une image publique, il faut assumer que les gens en fassent un peu ce qu'ils veulent. C'est plus agréable d'être choisi par des gens qui vous intéressent, aussi différents qu'ils soient de vous. Pas forcément les gens qui vous représentent, mais des gens qui vous intéressent ou dont la pensée vous intéresse. Après, il y a toute une partie qu'on ne maîtrise pas, mais c'est pas plus grave que ça. En fait, toute cette histoire-là part d'une fille qui a un conte qui s'appelle Lesbien raisonnable et qui, à l'époque, m'a élue reine du Gouinistan. Ce qui est très drôle, parce qu'elle a surtout créé le Gouinistan, hein, qui est le pays des Gouines, qui donc n'existait pas avant qu'elle ne le crée. Après, je veux dire, j'ai beaucoup joué Copie, j'ai joué Guibert, enfin j'ai une histoire. Et puis, par mon histoire personnelle, moi j'ai fréquenté Act Up très tôt, tout ça, donc j'ai une histoire parallèle avec ces combats-là, ces images-là. C'est un monde que je connais. J'ai été élue reine du Gouinistan et puis j'étais aussi... Il y a des gens que cette appropriation-là énerve par-dessus tout. Ça a été une polémique. Ce que je veux dire, c'est que les questions de... C'est ce que je vous disais tout à l'heure, en fait, les questions de l'image. L'image, c'est vraiment quelque chose qui appartient aux autres. Voilà. C'était à ça que je voulais en venir, justement, comment le public se réapproprie. Ouais, mais ça c'est le jeu. Moi, je me suis jamais sentie mal à l'aise pour le moment avec ce qu'on faisait de moi. Jamais. Ça me va. Et puis, je pense que le public, il est pas débile. Il sait que l'image, c'est un truc qui est fabriqué et que ça a à voir, mais pas complètement, avec ce qu'est la personne. Il faut accepter certaines ambiguïtés, certains ratages, certains moments où on est pile au bon endroit, certains moments où on est un peu à côté. Je ne crois pas qu'on puisse tenir une carrière ou 50 ans de vie publique. J'ai pas 50 ans. Sans être par moment à côté, il faudrait une vigilance comme ça, être percutant tout le temps, ça marche pas ça. Et c'est parce qu'on est à côté à un moment qu'on comprend aussi, donc on adapte le discours, qu'on se remet en question, qu'on devient quelqu'un d'autre, donc voilà.
Ouais. J'ai l'impression que cette perception que les gens ont, c'est pas le cinéma, c'est plus justement ce que vous disiez par le théâtre, les textes de copie que vous avez joués, les idoles d'Honoré. J'ai l'impression que... Oui, et puis moi j'étais beaucoup aux côtés de Solidarité Sida à l'époque. Enfin, j'ai toute une histoire, mais qui est une histoire qui est plutôt personnelle. En fait, moi j'ai vécu par mon âge, j'ai vécu l'épidémie du sida, j'étais en première ligne. Je veux dire, j'ai enterré plein d'amis, j'ai eu peur. Et puis j'ai vu le sida à l'époque où il tuait salement, quoi. Et pour conclure, Enzo va vous poser la question longue. En gros, vous vous baladez dans Paris parce que vous devez rejoindre Alain Chabat dans un café. Ouais. Il a un projet à vous proposer. Ouais. C'est un peu le projet de sa vie. Ouais. Donc vous asseyez, il commande un thé au miel, un thé vert avec plein de miel dedans parce qu'il kiffe ça. Il est déguisé en guêpe, mais c'est pas le sujet, mais il est déguisé en guêpe. Ouais. Et en gros, ce qu'il veut, c'est faire la suite de 20 ans plus tard, aujourd'hui, en 2022. Ah, donc le tournage, c'est 20 ans plus tard, mais l'histoire, c'est... Oui, je veux dire, c'est en ce moment. Plus tard, d'accord. C'est recontemporain. C'est recontemporain. En gros, ça s'appelle Zzz. Et c'est l'histoire, en gros, entre une tribu de gens qui ronflent et des abeilles. Et en gros, ils se font la bataille pour être les seuls à pouvoir faire Zzz. Ouais. Et il a besoin de vous pour jouer le rôle de Carmela, la plus grande ronfleuse du Val-de-Marne. Est-ce que vous acceptez? Oui. Très bien. Ça s'arrête là. Ouais, voilà. On lui dira que vous êtes chaude. Très bien, ouais. Alain Chabat, on lui dit oui. Et c'est pas de l'amitié parce que sûrement, c'est un bon film, puisque c'est un film d'Alain Chabat. Et il est déguisé en guêpe. On peut pas dire non à Alain Chabat est déguisé en guêpe. Non. Bah non. Non. On n'a pas de transitionneur toujours. On n'a toujours pas de transitionneur, c'est vrai que c'est un peu... Faut créer le poste. Commence avec un stagiaire mal payé pour voir s'il y a une vraie utilité. Et après, on prend un CDI. Pour conclure, j'aurais aimé savoir si les films que vous avez faits, les personnages que vous avez interprétés vous ont changé, vous. Est-ce qu'ils ont changé vos goûts? Est-ce qu'ils ont changé vos appétences pour certaines choses? Comment le cinéma que vous avez fait vous a peut-être modifié? Moi, je pense que oui, ça m'a modifié. Alors, c'est drôle parce que j'avais lu une interview de Isabelle Huppert que j'adore et que je connais dans la vie. Donc, je lui poserai la question un jour en vrai. Je crois qu'elle avait dit que non, que les films ne la modifiaient pas. Et moi, j'ai la sensation complètement inverse, mais parce qu'un film, c'est beaucoup de choses. Souvent, quand on fait un film, on apprend le piano, ou on apprend... Là, j'ai appris l'espagnol, ou... donc, on apprend des choses, ou alors on regarde un monde ou un milieu... À travers l'histoire qu'on raconte, on va découvrir un monde qu'on connaissait mal. Donc déjà, on apprend des choses très basiquement. On rencontre beaucoup de gens. C'est pas forcément le réalisateur, mais il y a des vraies amitiés. Tout d'un coup, un mec sur le plateau, n'importe qui. Donc ça me paraît fou, l'idée de ne pas être modifié par ces 2-3 mois qu'on passe complètement avec des gens. Et puis le cinéma, il est quand même question de regarder des gens, de raconter des gens, d'incarner des gens. Donc normalement, on devrait faire un travail sur notre propre humanité, un truc d'ouverture, toujours se départir des a priori, des jugements vite faits pour embrasser la plus large idée de l'humanité. Donc s'il m'en reste rien à la fin, bon, j'aurais perdu mon temps, un peu. Je ne sais pas ce que je suis de si parfait au départ que je ne me laisse pas modifier par ce que je vis, en fait. Pour boucler la boucle, quand donc vous étiez plus jeune, vous aviez une idée de vous-même, le cinéma est passé par là, vous a modifié, et du coup maintenant, qu'est-ce que ça serait Est-ce que vous avez toujours une idée de vous-même, et qu'est-ce que ça serait? Je sais pas. Ce que je sais, depuis que je suis née, il y a un truc qui est chez moi avec lequel je vis, qui est cette sensation de l'ennui, la peur de l'ennui. J'ai toujours peur de m'ennuyer. Donc ça, c'est un truc qui reste. Je sais pas si c'est bien, si c'est pas bien, mais je pense que c'est quand même quelque chose qui me définit dans mes choix, dans comment je m'entoure, dans comment je gaule ma vie. Ça, c'est sûr. Il y a un truc qui se radicalise. C'est un peu une espèce de goût de l'honnêteté. J'aime bien les gens. Ça veut pas dire on a le droit de mentir, hein. C'est pas un truc, mais j'ai besoin d'une certaine forme d'honnêteté avec soi-même. Et maintenant, il y a des périodes, par exemple, les périodes où je suis très peureuse, voire vile, voire lâche. Ça, c'est nouveau, j'espère que ça va pas durer. Je caricature, hein, mais je pense que c'est... Peut-être que maintenant, à mon âge, ce que je dirais, c'est que je suis quelqu'un de un peu mouvant et que selon les périodes, je vous dis des choses qui sont plus ou moins vraies et plus ou moins vraies longtemps.
Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous.